Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler de P2. Donc, E étant un ensemble, P2, c'est l'ensemble des parties d'un ensemble. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais travailler sur des ensembles, je vais voir les opérations. Donc, par exemple, vous connaissez l'intersection, hein, c'est de même que plus, et je reviendrai là-dessus tout à la fin de cette vidéo, de même que plus est une opération, donc une loi de composition interne, ça s'appelle entre les nombres, entre les entiers, entre les réels. Eh bien, de même, intersection est une loi de composition, dire une opération entre les ensembles. Voilà. Mais comme on ne prend pas des ensembles issus de nulle part, parce que ça n'aurait pas de sens, hein, si vous prenez l'ensemble des habitants de mon village, intersection, l'ensemble des températures obtenues l'an dernier, ça n'a aucun sens. Il faut intersecter des ensembles de la même nature. Donc, pour avoir cette cohérence en mathématiques, on va définir E un ensemble et on se place dans des sous-ensembles de E. Donc, on définit grand A, grand B, des sous-ensembles de E et on travaille là-dessus. Bon, alors c'est parti. Donc, cette vidéo s'adresse à des étudiants, donc plutôt L1, genre, qui ont tout le bagage de terminale. Et puis, on donne des exemples. Des exemples, c'est une sorte de panorama d'exemples de tout ce qu'on fait, en le sachant ou sans le savoir d'ailleurs, sur des ensembles, et avec des ouvertures écrites en bleu comme ça, sur des notions que vous verrez plus tard, mais c'est pour vous donner fin, si vous voulez. Voilà. Alors, on parle du complémentaire d'abord, donc l'ensemble des x ne sont pas dans A, donc il y a plusieurs notations possibles pour le complémentaire. Donc ça, c'est peut-être la plus classique, hein. Alors attention à la notation à barre qui est parfois utilisée pour le complémentaire, qui sert aussi en topologie. Donc la topologie, c'est une science extraordinaire. On pourrait dire que c'est l'étude des ouverts et des fermés, c'est l'étude des voisinages, c'est l'étude des limites, c'est comment on définit une limite avec une distance et la continuité, et même on peut faire ça sans distance. Bon bref, c'est un truc très abstrait. Et donc, Abar intervient tout le temps. Abar, c'est le fermé, le plus petit fermé contenant un truc. Par exemple, si vous prenez 0,1 ouvert, son bar, son adhérence, on appelle ça, c'est 0,1 fermé. Bon, alors après, si vous avez mal défini, par exemple, cette fonction est définie pour tous les nombres sauf 1, 2, mais qu'est-ce qu'on appelle nombre? Est-ce qu'on est dans R? Est-ce qu'on est dans C? C'est pas du tout, clairement défini. Donc là, ce qu'il aurait fallu que je mette, c'est, j'aurais dû mettre, donc, bonne formulation. Voilà. Alors, bonne formulation, soit f de R dans R, défini par ça, alors df égale le complémentaire de 1 de C. Donc ici, ça a du sens parce que, sous-entendu, le complémentaire dans R, si vous voulez. Sous-entendu, le complémentaire dans R. Voilà. Bon, alors après, au niveau des cardinaux, donc j'appelle dièse le cardinal, hein, le nombre d'éléments d'un ensemble. Hein. Par exemple, le cardinal du nombre de phases d'un dé, le cardinal des phases d'un dé, c'est 6. Voilà. Alors, si E est fini, le cardinal du complémentaire de A, c'est cardinal de E moins cardinal de A. Voilà. Alors, du coup, si E est infini, forcément, A ou le complémentaire de A est infini. Aussi, ça c'est intéressant à bien comprendre, parce que, vous voyez, si vous avez A fini et complémentaire de A fini, leur réunion est finie, comme réunion de deux ensembles finis, et la réunion, c'est E. Parce que, fatalement, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ne pas oublier que E égale A union A complémentaire. Pardon, A union A complémentaire. Alors ça vient de la définition, parce que si vous voulez, un élément de E, soit il est dans A, soit il n'est pas dans A, disjonction de cas. Il n'y a pas de tiers exclus, il ne peut pas être un peu dans A. Ça contrevient à la théorie des ensembles. Donc, du coup, E, c'est égal à A union AC. Donc, si E est infini, l'un des deux est infini. Voilà, par exemple, si vous prenez E égale N, l'ensemble des entiers naturels, et A, c'est 1, 2, 3, le complémentaire de A, c'est tous les autres nombres. C'est infini. Mais vous pouvez avoir A infini et son complémentaire aussi. Il suffit de prendre, par exemple, E égale Z, puis A les pairs, A complémentaire, les impairs, sont tous les deux infinis. Bon, alors ici, le complémentaire de lui, voilà, hein, donc ça illustre aussi le fait que le complémentaire d'un fermé est un ouvert. Et là, vous avez toute la topologie dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est l'étude vraiment de qu'est-ce que c'est qu'un ouvert. Et en topologie, il y a ce résultat très clair qui est que les fermés sont les complémentaires des ouverts sont les complémentaires des fermés. Un exemple où le complémentaire est à manipuler avec précaution, quand vous prenez l'événement x supérieur ou égal à 5 en
dans la loi binomiale, vous savez, en terminale, son événement contraire, c'est x inférieur ou égal à 4. Parce que tout simplement, l'ensemble complémentaire de 5, 6, n, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, quand je dis ici complémentaire, je veux dire quoi? Je veux dire que ici, je me place dans oméga égale 0, 1, n. Voilà, alors si j'étais plus exact, je dirais dans x de oméga. Mais ça, on va parler plus tard de probabilité. Eh bien, ici, on a ça. Parce qu'évidemment, quand on parle du complémentaire, il faut toujours se dire dans quel espace on est. Parce qu'évidemment, dans le complémentaire de ça, bah, il y a aussi, si n vaut 1000, il y a aussi 1 milliard, si vous voulez, mais on s'en fiche, on est dans la loi binomiale, donc on va de 0 à n. Donc le complémentaire de lui, c'est 0, 1, 2, 3, 4, ce qui explique pourquoi j'ai mis cette phrase-là. Voilà. Ok, allez, continuons donc avec la réunion. Donc on va à l'apparition du mot-clé ou dans la réunion. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas les symboles, ça ressemble à un U, donc on peut penser à ou. Voilà. Alors, c'est un sens inclusif, donc c'est pas dessert ou fromage. Le ou des maths, c'est l'un ou l'autre. Par exemple, si vous prenez A, les mammifères, et B, les animaux qui vivent sous l'eau, ben, dans A union B, vous avez les vaches, vous avez les truites, mais vous avez aussi les baleines. Vous voyez, donc c'est l'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Alors, des exemples courants, on va utiliser une réunion pour les solutions d'x carré supérieur ou égal à 9. Donc ça, c'est un truc évidemment, hein, là, maîtrisé parfaitement, hein. Donc on trouve ça, et il n'y a pas tellement d'autres moyens de l'écrire qu'une union, finalement. Donc une réunion d'intervalles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire autrement que par une réunion d'intervalles. Alors qu'une intersection d'intervalles, vous voyez, ben, une intersection de deux intervalles comme ça fait un intervalle, et une intersection de deux intervalles comme ça fait l'ensemble vide, si vous voulez. Donc c'est rare qu'on écrive des intersections d'intervalles, à part dans un calcul intermédiaire. Bon. Alors, revenons à cette fonction, la fonction réelle. Alors, ce complémentaire, on va plutôt l'écrire sous forme d'union d'intervalles. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler dans des réunions d'intervalles. Parce que comme ça, on peut dire, ben, dans moins l'infini 1, regardons si elle est continue, si elle est croissante, ceci, cela. Dans 1, 2, etc. Si vous voulez appliquer le TVI, par exemple, il faut absolument l'appliquer là, là et là. Enfin, faut séparer en intervalles. C'est beaucoup plus commode, même si c'est beaucoup plus lourd à écrire. Mais on voit mieux les trois zones dans lesquelles on travaille. Tandis que là, c'est une écriture formelle, technique, concise. Voilà. Alors ici, vous avez ce petit bijou de logique qui est intéressant. Donc P implique Q, c'est équivalent à non P et Q. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour comprendre P implique Q, on va regarder une table de vérité avec P non P. Ça veut dire non P, hein, Q et non Q. Alors je donne tout de suite un exemple pour comprendre. Donc, imaginons que P c'est il fait jour et Q j'arrive à lire sur le balcon. Donc, vous comprenez cette phrase, quand il fait jour, j'arrive à lire sur le balcon. Le gars, il veut vous faire comprendre que ben, quand il fait, c'est les crépuscules ou quand il fait nuit, ben, il n'arrive pas à lire sur le balcon parce qu'il n'a pas encore acheté de lampe électrique. Alors, il veut vous dire ça. S'il fait jour, j'arrive à lire sur le balcon. D'ailleurs, il a peut-être une lampe électrique parce qu'il n'est pas en train de vous dire, si vous voulez, dans la vie courante, on sous-entend toujours la réciproque. On sous-entend toujours, quand il fait jour, j'arrive pas à lire sur le balcon. Ça veut dire quand il fait pas jour, quand il fait jour, j'arrive à lire. Quand il fait pas jour, j'arrive pas à lire. On sous-entend toujours la réciproque. Alors ça, c'est aussi un des travers du langage courant et de l'implicite, hein. Par exemple, j'aime quand tu mets ce chapeau. Vraiment, j'aime quand tu mets ce chapeau. Des fois, ça peut vouloir dire, ça m'agace quand tu mets l'autre chapeau, quoi. Il y a du non-dit parfois dans la langue courante. Alors, en maths, quand on dit s'il fait jour, j'arrive à lire sur le balcon, ça veut dire s'il fait jour, j'arrive à lire sur le balcon. Et le gars qui dit, bah non, ce que tu dis est faux. Ah bon? Pourquoi c'est faux? Bah parce qu'il fait pas jour. Vous voyez, pour un mathématicien, ça n'a aucun sens. Oui, OK, il fait pas jour, mais justement, ce que je te dis, c'est que quand il fait jour, j'arrive à lire sur le balcon. Donc, regardons la table de vérité. Le gars, il dit: «Quand il fait jour, j'arrive à lire sur le balcon», heu et on va voir comment le contredire. Alors, imaginez que P et Q sont vérifiés, c'est-à-dire, il fait jour et j'arrive à lire, sur le balcon. Bon, ben, très bien, il a sans doute raison, puisqu'il fait jour, il arrive à lire. Bon, ici, il fait pas jour et j'arrive à lire. Ah OK, il fait pas jour, il arrive à lire. Mais lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que s'il fait jour, il arrive à lire. Bon, c'est pas en contradiction. Il fait pas jour, j'arrive pas à lire. Bon, ben, c'est pas en contradiction puisqu'il fait pas le jour. Donc nous, ce qu'on va prouver, c'est que si il fait jour, il arrive à lire. Donc le seul endroit où on va pouvoir, le prouver, c'est qu'une
une situation où il ferait jour, il n'arrive pas à lire. Ah ben mec, il fait jour, tu n'arrives pas à lire. Voilà. Là, on a contredit son affirmation. Du coup, le contraire de P implique Q, c'est P et non Q. Mais P implique Q, lui, il est équivalent à l'union de ça et ça. Vous voyez? C'est-à-dire que l'union de non P et de Q. Voilà, donc ça revient au même, c'est la même chose. Donc une application, finalement, c'est une union. C'est fort quand même. Hein. Ensuite, l'intersection, bon, vous connaissez, vous voyez le mot-clé « et » ici. Alors, quand il n'y a pas d'intersection, quand l'intersection est vide, on dit que les parties sont disjointes. Alors, prenons deux fonctions f et g et la notation traditionnelle de leur ensemble de définitions. Alors, imaginons que f se définit sur df et g sur dg, vous voulez définir f plus g. Mais pour définir f plus g, vous voulez dire f plus g de x. Ça veut dire que vous voulez définir f de x plus g de x. Mais il faut que f soit défini. Parce que sinon, f de x plus g de x n'est pas défini. Bon. Et donc, g aussi. Et donc, l'ensemble des définitions de f plus g ou de f fois g, c'est l'intersection des ensembles de définitions. Alors, il faut faire attention à certains contre-exemples. Par exemple, si je prends f de x égale racine de x, donc vous connaissez df, hein, c'est r plus, hein, et g de x égale moins racine de x. Alors, quelqu'un pourrait vous dire, bon, ah ben là, f plus g, la question se pose pas, f plus g égale 0, c'est défini tout le temps. Ben non, f plus g n'est pas défini tout le temps. Si vous prenez moins 4, ben, f plus g de moins 4 ne fait pas 0 parce que tout simplement f plus g de moins 4 n'est pas défini parce que f de moins 4 n'est pas défini. Donc si f de moins 4 n'est pas défini, vous ne pouvez pas définir f de moins 4 plus g de moins 4. Vous comprenez? C'est juste que, en fait, f plus g a pour ensemble de définition donc df inter dg, ici ben, r plus, hein, mais parfois f plus g peut être prolongé ailleurs. Vous voyez, si vous prenez cet exemple, f plus g c'est la fonction nulle, vous pouvez la prolonger en dehors de r plus, la fonction nulle, mais pas f plus g en tant que telle. Voilà. Et donc là, ici, on rajoute l'intersection avec g différent de 0. Bon. Alors, l'intersection arrive conjointement avec l'union dans les événements. Alors, l'intersection arrive dans les événements incompatibles, hein, en probabilité, ou dans la formule. Dans les événements incompatibles ou dans la formule classique ici. Alors ça, vous verrez que ça s'appelle le crible de Poincaré, en fait. Au niveau ensembliste, on va en parler plus bas. Alors, en arithmétique, c'est très intéressant, 2z inter 3z. Il y a une question ici du PPCM, si vous voulez. Il y a une question du PPCM parce que ici, en fait, AZ inter BZ, eh ben, c'est égal au PPCM de A et B fois Z. Alors, on a l'exemple ici, hein, donc vous voulez être à la fois dans 2Z et dans 3Z. Donc, vous voulez à la fois être un multiple de 2 et de 3, mais fatalement, il faut être un multiple de 6. Les multiples de 6 sont des multiples de 2 et de 3, ça c'est évident, hein, puisque 6 fois 10, par exemple, c'est 3 fois 2 fois 10, donc c'est un multiple de 3 et de 2. Et un nombre qui est à la fois multiple de 2 et de 3, vous démontrez facilement avec peut-être le principe de Gauss qu'il est multiple de 6. Voilà. Mais tout ça, ce sont des considérations de bricolage. Parce qu'en fait, 2Z inter 3Z, c'est l'intersection de deux groupes, donc c'est un groupe. Et les seuls groupes dans Z, ce sont les échelles, les KZ, et donc on démontre rapidement que c'est 6Z. Et derrière cette intersection, vous avez en fait des groupes, des anneaux, enfin vous avez tout ça. C'est ce qu'on appelle donc l'arithmétique. Et donc ça, vous allez le voir prochainement. Donc ça, c'est pour vous allécher un peu. Alors en géométrie tout le temps, bon, par exemple les droites concurrentes, vous savez, trois droites, elles peuvent se croiser en faisant un triangle, mais elles peuvent aussi être concurrentes, passer par un même point. Bon. Les exemples de droites concurrentes sont obtenus en prenant un cercle et en prenant tout un tas de diamètres dans ce cercle, qui sont des droites concurrentes. Notre exemple, dans un triangle, les trois droites de même catégorie, donc les trois hauteurs, sont concurrentes. Les trois médiatrices sont concurrentes. Et donc là, on est dans un problème d'intersection. Si vous prenez trois droites qui forment un delta, là, comme ça, eh ben, leur intersection, D1 inter D2 inter D3, est vide. En géométrie, si vous prenez ça, donc j'ai mis cet exemple parce qu'il est joli déjà. Donc ça fait comme un cerceau, si vous voulez, un anneau dans le sens de la langue française. Hein. OM supérieur à 2, donc vous dessinez le cercle OM égale 2, là.
et puis vous êtes au-delà de ce cercle, et puis vous êtes en deçà du cercle OM égale 5. Et donc, vous voyez, ça fait ça, un donut, si vous voulez. Et, en fait, ça, c'est un cas particulier de cette égalité-là. Si vous voulez, les nombres qui sont à la fois plus grands que 2, plus petits que 5, ben, vous pouvez les écrire directement par une double inégalité. Donc, derrière une double inégalité, il y a une intersection. Alors, quelques exercices qui seront de manière originale posés sous forme d'intersection, ben, toujours en géométrie, l'intersection d'une droite et d'un plan. Petite question typique de géométrie dans l'espace en terminale. Ça veut dire les fonctions de R dans R, donc les fonctions paires, les fonctions impaires, l'intersection. Bon, mais c'est assez facile de montrer que c'est des fonctions nulles, hein, mais c'est une démonstration qu'on appelle un asinotrottage, une démonstration qui consiste à écrire les choses. Alors ça, les verbes du troisième groupe, donc vous vous souvenez en conjugaison, souvenir de primaire, aimer, premier groupe, finir, deuxième groupe, et troisième groupe, c'est toutes les verbes, donc toute l'inconstance logique de la langue française, ce magma de règles totalement différentes entre le verbe aller, le verbe venir, le verbe ouïr, le verbe croître, tous ces verbes du troisième groupe. Bon. Eh bien, du coup, c'est pareil ici, parce que la plupart des fonctions, si vous prenez l'exponentielle, ben, sont ni paires ni impaires. Vous voyez, donc c'est un épiphénomène, si vous voulez, les fonctions paires ou impaires. C'est une toute petite partie des fonctions. Donc, quand vous prenez P union I, les fonctions qui sont soit paires, soit impaires, leurs complémentaires, ben, vous avez la majorité de toutes les fonctions. Ça, c'est une notation pour désigner les suites réelles. Et ça, c'est un exercice posé sous forme d'intersection. Alors, on aurait pu aussi le formuler différemment. On aurait pu dire trouver les suites qui sont à la fois convergentes et périodiques. Hein. Voilà, donc si vous voulez, convergente, ça veut dire qu'elles se rapprochent d'un seuil, mais périodique, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se rapprocher sans s'être rapprochées auparavant. Vous imaginez intuitivement que ça va être les suites constantes. Bon. Donc, on verra ça dans les suites. Mais alors ici, cette intersection. Bon, alors prenons quelque chose de simple, si vous voulez. Prenons les nombres 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voulez l'ensemble des polynômes qui s'annulent en 1. Donc vous imaginez leur courbe, elle passe par le point 1, point virgule 0, donc c'est le polynôme qui s'annule en 1. Puis vous prenez l'ensemble des polynômes qui s'annulent en 2, et jusqu'à 5 comme ça, et vous prenez leur intersection. Donc ça vous donne des polynômes qui s'annulent en 1, 2, en 3, en 4 et en 5. Hein. Donc ils font une petite vague, là ils passent par 0, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, et après ils flambent. Bon, et bien cet ensemble, c'est l'ensemble des multiples de x-1, x-2, x-3, x-4, x-5. Parce que ça, vous le savez, si un polynôme s'annule en 1, vous pouvez le factoriser par x-1. Donc s'il s'annule en 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez le factoriser par x-1, x-2, etc. jusqu'à x-5. Voilà, ben derrière ça, il y a la notion d'anneau et d'idéal. Donc il y a de jolis mots en mathématiques. Il y a vraiment cette notion derrière tout ça, donc que vous reverrez. Alors, formule de Poincaré. Donc, le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus celui de B moins celui de A inter B. Donc, vous pouvez dessiner une patate, vous dessinez A et B qui s'intersectent, et puis vous voyez que si vous faites A plus le cardinal de B, vous avez compté 2 fois les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Hein. Si on reprend l'exemple tout à l'heure de tous les animaux, soit qui sont mammifères, soit qui vivent dans l'eau, eh ben, si vous faites le nombre de mammifères plus le nombre d'animaux qui vivent dans l'eau, vous n'aurez pas le nombre d'animaux qui sont soit les mammifères, soit ceux qui vivent dans l'eau, parce que les baleines, vous les aurez comptés 2 fois, en fait. Ainsi que tous les autres mammifères qui vivent dans l'eau. Il doit y avoir les dauphins aussi, et peut-être d'autres, je sais pas, les belugas, voilà. Donc, il faut retrancher ceux que vous avez comptés 2 fois, c'est-à-dire ça. Et cette formule se généralise à 3, 4, 5, autant d'intersections que vous voulez. Il y a une règle un peu logique là, à suivre avec une alternance de plus et de moins. Alors, prenons cet exemple-là quand même. Dans cette vidéo, je suis obligé de prendre cet exemple. Hein. Donc, 100 étudiants apprennent une langue. Voilà, donc les 20, on s'en fiche. Hein. Ceux qui n'apprennent pas de langue, c'est juste dans l'énoncé. Pour introduire un peu de complexité, vous obligez à la gérer. Donc, 100 étudiants apprennent des langues. Très bien. 65 apprennent l'anglais. Alors, j'ai précisé l'énoncé de manière totalement explicite. Hein. Si on dit qui est un anglophone, 65 lève le doigt. Alors, évidemment, vous imaginez avec cette phrase que j'ai mise, avec cette phrase de lever le doigt, qu'un gars qui fait anglais ou espagnol, bah, il va lever le doigt si on lui demande s'il est anglophone. Vous voyez, donc, les 65 qui apprennent l'anglais, ça veut dire qu'ils apprennent l'anglais, entre autres, on aurait pu dire aussi. Hein. Ou apprennent au moins l'anglais, on aurait pu dire. Voilà, il y a tout un tas de formulations pour éviter les ambiguïtés. Pareil, 20 apprennent l'anglais et l'italien. Donc ça, c'est pareil. Donc j'ai mis cette phrase, lorsqu'il y a une conférence bilingue anglais-italien, enfin, on peut suivre. Parce que
parmi les 20, il y en a peut-être qui apprennent aussi l'espagnol, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc, j'aurais pu dire dans ma phrase, 20 apprennent l'anglais et l'italien, entre autres, voilà, etc. Alors maintenant, combien apprennent 2 langues, 3 langues, une seule langue? Donc, on applique le crible de Poincaré aux événements, cette fois-ci AEI, hein, donc anglais, espagnol, italien. Donc, j'applique exactement copier-coller la formule du crible, là, et je m'aperçois que je connais tous les chiffres. Ceux qui apprennent au moins une langue, il y en a 100, vous vous rappelez, c'est marqué dans l'énoncé. Ceux qui apprennent l'anglais, il y en a 65, c'est-à-dire ceux qui apprennent l'anglais, entre autres, hein. Ceux qui apprennent l'anglais et l'espagnol, entre autres, il y en a 20. Et il me reste mon inconnu, c'est ceux qui apprennent les 3. Évidemment, ça, c'est pas donné dans l'énoncé, mais j'ai pas besoin, puisque je trouve qu'il y en a 8. Voilà, crible de Poincaré. Une fois que j'ai trouvé qu'il y en a 8, je vous laisse comprendre après pourquoi ça fait ça. Alors, j'explique juste 20 moins 8. 20, c'est ceux qui apprennent l'anglais et l'italien, entre autres. Si je fais moins 8, ça fait donc 12. C'est ceux qui apprennent l'anglais et l'italien seulement. Parce que j'ai enlevé ceux qui apprennent l'anglais et l'italien et l'espagnol, du coup. Donc ça, c'est ceux qui apprennent l'anglais et l'italien seulement, etc. Donc là, j'ai 2 langues que vous retrouvez des chiffres noirs, là. Et puis ça, c'est 56, c'est les chiffres rouges, 28 plus 18 plus 10, hein, que j'ai obtenu ici par différence. Une langue, moins 3 langues, moins 2 langues, ceux qui apprennent exclusivement une langue. Le lien entre inter et union est où? Alors, par exemple, quand vous faites ça, vous faites un tableau de signes, hein, depuis la classe de seconde, parce que plus par plus fait supérieur à 0, et moins par moins aussi fait supérieur à 0. Donc, on pourrait faire une disjonction de cas comme ça, c'est-à-dire que plus par plus, moins par moins. Et on pourrait l'écrire dans tout un fatras de symboles logiques illisibles avec des parenthèses partout. Vous voyez, derrière le tableau de signes se cache une intersection, une union des et des ou, en fait. Voilà. Alors, j'ai mis ici quelques exemples avec les valeurs absolues. Vous pouvez faire pause et regarder, hein, c'est assez classique. Donc, valeur absolue de x inférieure à 3, ça veut dire que, ça veut dire que x, oui, est inférieur à 3, ou x est supérieur à moins 3. Et x est supérieur à moins 3, ça veut dire ça. Donc, je l'ai écrit comme ça quand on met un système, ça veut dire et. Donc là, le et, c'est une intersection. Donc x est à la fois plus grand que 3 et inférieur à moins 3. Et finalement, ça fait cet intervalle. Maintenant, valeur absolue de x est plus grand que 3. Ça veut dire x est inférieur à moins 3 ou x est supérieur à 3. Et là, comme il y a un ou, on met une union. Et on ne peut pas l'écrire autrement que comme ça, en fait, hein. Pardon, j'avais fait une erreur de frappe. Voilà. Bon, voilà. La réunion disjointe. Donc, lorsque A et B sont disjointes, parfois on écrit comme ça pour fixer les idées. Exemple. Alors, j'aime bien cet exemple. On veut définir x puissance alpha. Donc, on va faire une disjonction de cas. Pour les x strictement positifs, c'est toujours défini, clairement, avec la formule x alpha égale exponentielle alpha ln de x. Pour x égale 0, bah, c'est toujours défini, sauf pour alpha égale 0, ça fait une forme indéterminée, 0 puissance 0, donc c'est marqué là. Pour x négatif, ce n'est pas défini parce que si vous appliquez exponentielle alpha ln de x, il faut que x soit négatif. Exemple, si vous prenez moins 1 puissance 1 demi, ben voilà, ça revient à faire la racine carrée d'un négatif, donc on ne peut pas. Sauf si alpha, justement, n'est pas une racine carrée, c'est-à-dire si c'est un nombre entier. Donc, si vous prenez x égale moins 2, moins 1, vous pouvez faire ce nombre-là à la puissance n'importe quel nombre entier. Vous pouvez faire celui-là à la puissance 10, c'est facile, moins 1 puissance 10, moins 2 puissance 10. Mais vous pouvez faire à la puissance moins 10, moins 1 puissance moins 10, vous voyez, c'est 1 sur moins 1 puissance 10. Vous pouvez faire moins 1 puissance 0 aussi. Donc là, ces trois ensembles sont disjoints 2 à 2, donc vous pouvez l'écrire ça comme ça. Alors, si A et B forment une partition de E, on peut écrire E comme ça, par exemple Z égale paire, union impair. Parfois, on l'écrit comme ça pour bien montrer que c'est disjoint. Bon, voilà, c'est pas non plus très fréquent, mais... Alors, pour des intersections et des unions infinies, donc ça, c'est un truc à comprendre qui vous servira en L3 par rapport à la notion de tribu borrélienne. Donc, encore une fois, c'est pour vous donner envie. Donc, dans cette union-là, il y a 1 sur 2 milliards. Il y a 1 sur 2 milliards. Pourquoi? Mais parce que si vous prenez n égale 1000 milliards, vous avez l'intervalle 1 sur 1000 milliards, 1 moins 1 sur 1000 milliards, ben, il contient 1 sur 2 milliards, si vous voulez, c'est clair. Donc 1 sur 2 milliards est dans l'un des crochets, l'un des intervalles, donc il est dans l'union. Voilà. Par contre, 0 n'est pas dans l'union, parce que dans aucun de ces intervalles, il y aura 0.
puisque tous les 1 sur n sont strictement positifs. Et du coup, la réunion infinie de tous ces intervalles, c'est 0 ouvert, 1 ouvert. Et vous avez le même principe pour l'intersection. Et ça, c'est un truc auquel vous pouvez commencer à réfléchir déjà, qui vous sera utile. Ok, on continue. La différence. Alors la différence, ben, c'est l'ensemble des x qui sont dans A mais pas dans B. Et il y a cette histoire-là qui est intéressante. Hein, donc si vous prenez par exemple la France moins le Pays Basque, mettons, ben, ça revient même si vous dites la France moins le Pays Basque français, parce que quand vous dites la France moins le Pays Basque, ok, il y a du Pays Basque espagnol, mais si vous prenez la France moins le Pays Basque, vous voyez, vous n'en tenez pas compte. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. A privé de B, c'est A privé de A inter B. Voilà. Alors ensuite, exemple d'utilisation de cette différence-là. Donc les continus privés des dérivables. Donc vous savez que si on est dérivable, on est continu. Donc cet ensemble-là est contenu dans celui-là. Et quand vous faites les continus privés des dérivables, ça c'est un ensemble, donc c'est un sous-ensemble de f de RR, des fonctions de R dans R. C'est les fonctions continues non dérivables, du coup. Eh bien, il y en a. Donc, vous voyez, cette phrase vous dit, il y a des fonctions continues non dérivables. Alors, pour des exemples simples, vous avez la valeur absolue de la racine carrée. Alors, ici, si vous prenez les multiples de 2 moins les multiples de 4, ben, vous n'avez pas 0. Parce que vous enlevez les multiples de 4. 0 est un multiple de 4. Donc, vous n'avez pas 1, puisque vous partez des multiples de 2. 1 n'est pas un multiple de 2. Donc, vous avez 2. C'est un multiple de 2 qui n'est pas un multiple de 4. Bon, après, vous avez 6, etc. Donc, tous les nombres qui sont congrus à 2 modulo 4. Voilà, intéressant. La dernière chose, la différence symétrique. Donc, vous prenez les éléments qui sont dans A union B, mais vous enlevez ceux qui sont dans A inter B. Donc, ça veut dire, en fait, c'est le fromage ou dessert, là. Si vous voulez que A union B, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. A delta B, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. C'est ce qu'on appelle le ou exclusif. Donc, vous prenez tous les éléments qui sont dans A, mais pas dans B, et vous prenez tous les éléments qui sont dans B, mais pas dans A. Parce que vous voyez que quand vous êtes un élément X là-dedans, bon, soit vous êtes dans A, soit vous êtes dans B. Imaginez que vous êtes dans A. Eh bien, alors, comme on a privé de A inter B, ça veut dire que vous n'êtes pas dans B. Donc, vous êtes dans A privé de B. Et l'élément de départ, disons que si vous dites qu'il est dans B, ben, dans ce cas, il est dans B privé de A aussi. Et donc, il y a vraiment égalité entre ces deux notions-là. Si vous êtes là-dedans, mettons, vous prenez un élément dans cette union, mettons qu'il soit là, ben, ça veut dire qu'il est dans A, ok, donc il est dans la union B. Et il n'est pas dans B, ok, ben donc il n'est pas dans A inter B. Voilà, donc ça c'est exactement deux façons d'écrire la même chose. Alors ce qui est intéressant, c'est A delta A. Si vous appliquez cette écriture, ben, ça fait A privé de A, donc c'est l'ensemble vide. Si vous appliquez cette écriture, ça fait vide union vide, donc c'est l'ensemble vide. Hein. Puisqu'on veut que vous soyez dans l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc si vous faites A delta A, ben, vous êtes forcément dans les deux, si vous êtes dans A. Et A delta vide, c'est A, hein, parce que ça fait A union vide, privé de A inter vide qui est vide, donc A privé du vide, c'est A. Alors un exemple avec 2Z delta 3Z, donc vous voulez les nombres qui sont multiples de 2, ou bien multiples de 3, mais pas multiples de 2 et de 3, c'est-à-dire pas multiples de 6. C'est-à-dire vous voulez ça. Alors, si vous êtes congru à 0 modulo 6, vous êtes à la fois dans lui et dans lui, donc on ne prend pas. Si vous êtes congru à 1 modulo 6, vous n'êtes ni dans lui ni dans lui, donc on ne prend pas. Si vous êtes congru à 2 modulo 6, vous êtes dans lui, mais pas dans lui. Parce que pour être dans lui, il faudrait être congru à 3 modulo 6. Si vous êtes congru à 3 modulo 6, ben ça veut dire que vous êtes multiple de 3, mais vous n'êtes pas multiple de 2. Par exemple, 9. Et etc. Donc, vous avez exactement ça. Et l'exemple 7, donc là aussi, vous verrez l'anneau de boule. Donc, le jour où vous apprenez les anneaux, intéressez-vous tout de suite au truc basique sur l'anneau de boule. Ça vous donnera plein de contre-exemples. Alors, regardons la loi plus. Pour ça, j'avais dit que je reviendrai là-dessus. La loi plus entre les nombres, hein, elle est associative, ça veut dire ça. Elle a plein d'autres propriétés, la loi plus 1, elle est commutative. 2 plus 3 égale 3 plus 2, mais peu importe là. Donc, elle est associative. Elle a un élément neutre. C'est-à-dire qu'il y a un nombre qui sert à rien dans l'addition. C'est-à-dire 2 plus 0 égale 2. Voilà. Et puis, il y a l'existence de l'opposé. C'est-à-dire que si vous avez 2, ben vous avez moins 2. C'est-à-dire quel que soit le nombre x, vous avez un nombre appelé opposé, dont la somme, ça fait 0. X plus moins x égale 0.
On dit que c'est une loi de groupe. Alors ça, c'est un truc vraiment extraordinaire, les lois de groupe, que vous allez étudier en long, en large et en travers cette année. Donc je mets en bleu tout ce qui est comment dire, une ouverture. Alors plaçons-nous dans P2E. Et on voudrait savoir si on a ces propriétés-là avec les lois qu'on vient d'étudier, les lois de composition interne, donc intersection, union et delta. Alors avec l'intersection, bon, tout ça c'est associatif, hein, c'est assez évident à montrer, peut-être un peu plus long pour elle, mais on fait un schéma et ça se montre. C'est pas là-dessus que je vais insister. A-t-on un élément neutre? Donc un élément, c'est un truc qu'on note 0, c'est arbitraire de le noter 0. Vous voyez, vous connaissez l'histoire du 0 d'ailleurs. Alors ici, ben, notons le n, hein, puisqu'on met des lettres majuscules en général pour les ensembles. Et donc, à l'instar de l'écriture 2 plus 0 égale 2, on va avoir a inter n égale a. Voilà. Est-ce qu'il y a un élément neutre, c'est-à-dire qui ne sert à rien, si vous voulez, dans l'intersection? Oui, n égale e. Parce que, comme là, on navigue, on est baigné, on est plongé dans l'ensemble E, mais si vous faites a inter E, ben, ça fait toujours A. Vous voyez, si vous faites l'ensemble 1, 2, 3 inter R, ben, ça fait 1, 2, 3. Bon. Donc, il y a un élément neutre. Bien. Est-ce qu'il y a un inverse? Est-ce qu'il y a un opposé, si vous voulez? De manière générale, on appelle ça l'inverse quand c'est des lois autres que plus. Alors, un opposé, ça serait, étant donné n'importe quel A donné, A appartenant à E quelconque, bon, son inverse, ça serait un truc qu'on appelle B, tel que A inter B égale E, mais ça, c'est pas possible. Par exemple, prenez 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez avoir 1, 2, 3 inter quelque chose égale R? Ben, c'est pas possible, puisque 1, 2, 3 inter quelque chose, c'est inclus dans 1, 2, 3. Oui. Donc, j'ai mis en général parce que, évidemment, il y a un élément grand A qui a un inverse. C'est E qui a pour inverse lui-même, mais sinon, personne n'a d'inverse. Pour union, c'est pareil, le neutre, c'est l'ensemble vide. Hein. A union vide, c'est A, mais il n'y a pas d'opposé, parce qu'il faudrait avoir cette écriture-là. Donc, c'est pareil. Donc, en fait, vous ne pouvez pas faire des lois de groupe avec ces deux. Et par contre, avec lui, oui. Le neutre, c'est delta vide, parce qu'à delta vide, c'est A. Et alors maintenant, on veut trouver un opposé. Réfléchissez quelques instants. A delta B égale l'ensemble vide. Eh bien oui, lui-même. C'est écrit là. A delta A égale l'ensemble vide. Donc tout le monde a un opposé, et son opposé, c'est lui-même. Oui, c'est vachement intéressant. Ça, c'est une abstraction. Et avec ça, à partir de ce groupe-là, ben, vous pouvez constituer un anneau, et c'est vachement intéressant. Ça donne plein de contre-exemples sur des trucs soi-disant intuitifs, qu'on pourrait dire dans les anneaux, et qui sont faux. Et donc voilà. Bon, bah, très bien. Donc là, cette vidéo s'arrête, se termine. C'était donc une sorte de panel d'exemples et de réflexions diverses sur les opérations dans P2E.